Je suis inspecteur pédagogique régional dans l'académie de Créteil et depuis 5 ans, je suis en charge de l'éducation prioritaire. Alors, comment, en tant qu'IAIPR, j'ai pu vivre cette crise? Je dois dire qu'il y a d'abord évidemment une composante personnelle qui est importante parce que forcément on est directement touché. J'ai été malade au tout début avec des symptômes légers mais quand même. Donc un contexte personnel lourd comme pour tout le monde. Mais à côté de ça aussi, une envie profonde de contribuer et d'aider là où on peut le faire, d'arriver à soutenir les équipes, d'arriver à soutenir ses collègues, mais aussi soutenir les chefs d'établissement. Parce qu'en fait, on a senti une telle brutalité dans les changements de pratiques, et tellement de désarroi dans certains endroits qu'on avait vraiment envie de les accompagner. Cette contribution, bien sûr, elle n'a pas été facile. Et surtout, il y a eu peut-être à un moment donné une forme de frustration de ne pas pouvoir aider davantage, de ne pas pouvoir contribuer à la réflexion académique sur les stratégies à mettre en œuvre. Cette idée que notre connaissance, en tout cas celle que j'ai de l'éducation prioritaire, ne puisse pas davantage être utilisée pour penser des réponses, pour essayer d'accompagner les équipes. Alors c'est vrai que de ce côté-là, il y avait une forme de gâchis assez important de voir que les inspecteurs étaient assez peu mis à contribution alors qu'ils possèdent une magnifique expérience mais aussi une très belle expertise pour pouvoir se mettre au service des équipes. La question de savoir ce que devra faire l'institution éducation nationale à la sortie de cette crise pour aider les familles les plus fragiles est une question importante. Parce que, on l'a bien vu dans cette crise, les inégalités sont encore renforcées, les inégalités de vie, mais on voit même que les inégalités face à la mort sont aussi criantes. Donc il va y avoir bien évidemment des situations dramatiques au moment de la reprise pour certains de nos élèves et voire certains de nos enseignants. Donc à la sortie de cette crise, ce qui est clair, c'est qu'il y aura un moment de respect, un moment de recueillement aussi vis-à-vis de ces familles. Mais aussi pour réfléchir un peu au-delà, il y a un grand moment de résilience qui est une compétence très importante en éducation prioritaire, parce qu'en fait on se rend bien compte que si nous ne disposons pas de cette capacité à transformer ces obstacles en énergie et en solution, c'est très compliqué de continuer à travailler dans ces milieux-là. Donc avant tout, donner la parole à ces familles, écouter cette parole, prendre en compte cette parole, les faire revenir dans les classes aussi, alors quand ça sera possible, sanitairement évidemment, mais qu'elles comprennent un petit peu mieux ce qui se joue dans une classe. Aujourd'hui, on a bien vu, les familles étaient très démunies pour accompagner leurs enfants, et les familles qui n'ont pas les codes scolaires encore plus que les autres. Et je pense qu'elles les comprendraient mieux si elles pouvaient assister un petit peu plus souvent à cet acte d'enseignement et d'apprentissage qui se fait dans l'école. Donc certainement, ouvrir un peu plus l'école, et puis s'appuyer sur leur connaissance à elles, mieux connaître les talents de ces familles, parce qu'elles en ont forcément, croiser ces savoirs dans des dispositifs qui permettraient que chacun puisse s'exprimer à égale dignité, ça serait aussi quelque chose de très important à mettre en œuvre. Et puis, une meilleure prise en compte des conditions de vie des élèves lorsque on imagine donner du travail personnel en dehors de l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et qu'on prend aujourd'hui en compte. Et j'espère que l'institution, mais surtout les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, auront un regard plus attentif encore sur cette qualité et cette quantité parfois aussi du travail personnel demandé en dehors de l'école. Peut-être que le premier mot que je choisirais, c'est le mot virtuel. Pourquoi virtuel? Parce que on a beaucoup parlé des classes virtuelles. On a vu à quel point ces classes virtuelles s'inscrivaient dans un réel extrêmement difficile, extrêmement complexe, extrêmement douloureux parfois. Donc c'est assez paradoxal de parler de classes virtuelles à un moment où justement le réel avait été aussi impactant, aussi difficile. Le deuxième, évidemment, c'est le mot d'inégalité. Inégalité face à la situation qui s'est présentée, inégalité d'apprentissage. De nombreux enfants n'ont pas pu apprendre. Alors est-ce qu'on peut tolérer que dans notre système éducatif, dans notre société, il y ait des enfants qui ne puissent pas apprendre sous prétexte qu'ils sont dans des conditions de vie qui ne leur permettent pas. Donc ça c'est un vrai sujet qui nous mobilise beaucoup à Créteil. Ensuite, humilité, beaucoup d'humilité face à ce qui s'est passé et face aux réponses qu'on a pu essayer d'y apporter et qu'on essaye encore aujourd'hui d'apporter. Beaucoup d'humilité parce que en réalité, personne n'était préparé à ça.
personne n'a des réponses universelles à ce qui s'est en train de se jouer dans chaque territoire éducatif. Et puis enfin, le quatrième mot, c'est créativité, parce qu'on a vu des enseignants qui ont fait preuve d'énormément d'inventivité, de créativité et de réactivité face à ce qui se passait, en s'appuyant même sur des propositions des élèves, en travaillant ensemble et en développant des compétences encore inconnues avant cette crise. Et il faudra certainement potentialiser tout ce qui s'est fait.